Merci. Je pense qu'on aura encore pu passer de très longs moments à échanger sur ce sujet qui nous passionne tous. L'affluence aujourd'hui en est témoin. Je vous propose maintenant d'accueillir une scénette qui a un peu de vocation à détendre un peu l'atmosphère, même si c'est un grand professionnalisme. Donc mon médecin et moi, par l'association Troisième Rideau. Nous allons maintenant passer aux ateliers et on va commencer par la télémédecine, si vous voulez bien. Donc j'invite à me rejoindre Monsieur Steiner, Dr Carnin, Monsieur Klein et Madame Gubiani. J'espère que je n'ai oublié personne, ils sont toujours les bienvenus si d'autres veulent se joindre. Merci à tous d'être là. Je vous propose de commencer. Jusqu'à présent, le timing a été quasiment respecté, c'est merveilleux. Donc j'espère que vous serez aussi bons élèves que vos prédécesseurs. Monsieur Steiner, l'Alsace e-santé est impliquée dans la télémédecine. Comment l'expérimentation est-elle née? Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire du diaporama que vous avez prévu? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on peut en transparent. Alors, en tous les cas, je suis ravi de vous parler de télémédecine ce matin et de faire quelques mots d'introduction avant de voir la démonstration. Pour vous dire qu'on est complètement dans le sujet de la journée, c'est-à-dire l'accès aux soins, et la télémédecine est effectivement un moyen qui a été identifié par l'ARS Alsace dans le cadre du projet régional de santé comme étant un des moyens explorés pour améliorer l'accès aux soins pour les personnes les plus fragiles, personnes âgées, personnes handicapées. Et donc on est en plein dans le sujet de la journée. Alors peut-être quelques mots. Donc la télémédecine, pour rappeler, est aujourd'hui une réalité. Donc la télémédecine a été définie par la loi et les décrets d'application du 19 octobre 2010. La télémédecine est un acte médical qui est pratiqué à distance. La loi distingue plusieurs types d'actes de télémédecine. Les actes la téléconsultation, c'est ce que vous verrez tout à l'heure, qui est utilisé maintenant d'une manière relativement courante par les établissements qui travaillent avec le CDRS de Colmar notamment, mais au fil de la vie, mais également d'autres établissements en Alsace, comme on le verra. La téléexpertise médicale également, qui est utilisée aujourd'hui. La télésurveillance médicale, qui est un acte qui permet de suivre, par exemple, au domicile, les malades chroniques ou des personnes âgées qui sont en situation de perte d'autonomie. Donc on n'a pas encore démarré en Alsace aujourd'hui ce type d'expérimentation. Il y a effectivement deux projets qui sont exploratoires, mais aujourd'hui il n'y a pas d'expérimentation à l'échelle régionale sur ces sujets-là. La téléassistance médicale, qui par exemple, est utilisée dans le cadre d'urgence. Je prends l'exemple d'une AVC, quand il y a une AVC, suspicion d'AVC, où l'urgentiste peut se faire accompagner par un neurologue, par exemple. Donc ça, on est dans le cas de la téléassistance médicale. Et enfin, un cas très particulier, c'est la régulation médicale telle qu'on la connaît par le Centre 15. Alors, la télémédecine étant un acte médical, évidemment, toute la réglementation et toutes les obligations légales, notamment les droits du patient, les droits de la personne sont également en vigueur pour la télémédecine. Il y a d'autres contraintes, notamment dès qu'on met en place une opération de télémédecine, qui sont l'identification des acteurs de l'acte. Donc il faut clairement une authentification claire des acteurs de la télémédecine. Il faut évidemment faire une mise à jour du dossier médical, et il y a également besoin d'avoir une traçabilité complète de l'acte et des éventuels incidents qui pourraient survenir pendant l'acte de télémédecine. Donc voilà un peu résumé ce que c'est que la télémédecine. Alors peut-être pour resituer ce qui est fait en Alsace, donc on se situe clairement dans un des axes, une des priorités du projet régional de santé qu'a évoqué M. Haber ce matin,
Et donc plusieurs axes sont explorés à travers les systèmes d'information, et dont ce projet de télémédecine donc, qui a été engagé en 2012. Une première étape, ça a été de trouver des sites qui souhaitaient expérimenter, qui souhaitaient explorer ces possibilités de la télémédecine. Et donc là, on a eu la chance d'avoir des sites comme le CDRS de Colmar et le Dr Carnat qui est ici. Et évidemment, ce genre d'expérimentation ne peut pas se faire si on n'a pas des pionniers, des gens qui souhaitent étudier les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle organisation d'accès aux soins. Et qui, donc c'est vraiment, on est vraiment dans le cadre d'une expérimentation. Pourquoi ? Parce que je dirais, le premier chantier, c'est un chantier d'organisation, parce qu'on est en dehors du cadre, je dirais, classique de l'offre de soins. On est obligé de faire travailler des gens ensemble qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de travailler ensemble, à distance. Donc on a un vrai chantier organisationnel à mener, et je crois que c'était vraiment le défi le plus important. Et aujourd'hui, on a maintenant une organisation relativement rodée sur les différents projets qui ont été menés. Ensuite, on est dans le cadre également d'un chantier plus juridique, parce qu'on manipule des données de santé à distance, on rentre dans un décret relativement rigoureux. Voilà, donc il faut définir tout ça, passer des conventions avec tous les acteurs. Donc on a un chantier juridique relativement important qu'on a également, sur lequel on a accompagné l'ensemble des sites qui sont dans ce projet. Ensuite, on a quand même un chantier technique. Il faut que, si on veut prendre la main à distance et organiser une consultation à distance avec des moyens que vous verrez tout à l'heure, avec une visioconférence de bonne qualité, il y a un certain nombre de prérequis techniques qu'il faut avoir étudié avant. Et rien que la démonstration que vous verrez tout à l'heure, mais elle a nécessité une journée de préparation pour vous dire que le chantier technique est important, et on ne peut pas déployer comme ça aussi facilement qu'on le souhaiterait de la télémédecine si on veut derrière un degré, un critère de qualité. Donc voilà, donc c'est chantier technique bien évidemment, et dernier chantier, le chantier économique, parce que évidemment il faut savoir combien ça coûte et quels sont les retours qu'on peut avoir par rapport à ce type de nouveaux procédés. Et voilà, donc c'est au-delà de la technique, c'est tout ça ce qui a été fait en Alsace au cours des deux dernières années. Donc en 2012, on a fait un appel à projets, on a retenu un certain nombre de projets pilotes qu'on verra tout à l'heure. Le déploiement des équipements et la formation et les chantiers que je vous ai évoqués ont été traités à partir de début 2013. Et aujourd'hui, on est encore dans l'accompagnement des différents projets et on va dire dans une phase de pré-bilan qui va démarrer bientôt pour tirer un peu les leçons de cette expérimentation. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc vous voyez ici la carte d'Alsace et les différents projets pilotes qui ont été menés, qui en gros s'articulent autour on va dire de quatre pilotes importants qui sont le centre hospitalier de Bischwiller, qui est un peu l'équivalent du CDRS de Colmar dans le Bas-Rhin, la maison Bethel à Oberhausbergen et donc il y a un EHPAD de Gerstheim qui est on va dire un EHPAD qui travaille d'une manière un peu plus concentrée avec les intervenants médecins libéraux qui interviennent dans cet EHPAD. Et puis enfin donc le CDRS de Colmar. Et donc autour de ces différents sites, vous avez des sites satellites et donc qui s'appuient sur l'expertise qu'on trouve au CDRS de Colmar, bien évidemment, au CH de Bischwiller, ou sur la maison Bethel à Oberhausbergen. Donc il y a environ une quinzaine de sites géographiques qui travaillent en liaison avec cette expertise qu'on vient de voir, ou alors avec des intervenants, médecins hospitaliers ou médecins libéraux, qui commencent maintenant à travailler à distance sur des sites à la fois, et je pense que c'est vraiment l'originalité du projet, sans doute une première nationale, des sites à la fois handicap et sites personnes âgées, ainsi que des détenus, parce que la maison centrale d'Ensisheim fait partie du projet. Donc simplement pour dire que le fait qu'on ait
la chance d'avoir le docteur Carnin qui a beaucoup travaillé sur le domaine du handicap, m'a assez rapidement et assez logiquement, des sites de handicap sont venus rejoindre, donc il y a quelques mois, ce projet, ce qui nous fait quand même une originalité et une innovation forte de ce projet de télémédecine en Alsace. Alors, à tel point que la Société française de télémédecine regarde d'un œil tout particulier ce qu'on fait en Alsace, et on a décidé d'organiser avec eux et l'ensemble des acteurs en région le premier colloque franco-allemand pour voir aussi comment ça se passe de l'autre côté de la frontière. Colloque franco-allemand de télémédecine qui va se dérouler le 18 juin prochain à Strasbourg, donc parce que justement on a cette originalité de couvrir à la fois le champ du personne âgée et du handicap. Voilà rapidement ce que je pouvais dire sur... alors peut-être on a une dernière slide sur la partie un peu plus... donc je passe sur l'équipement lui-même que vous verrez tout à l'heure, qui est exposé dans la salle tout à l'heure, qui est un chariot de télémédecine, d'un poste informatique performant avec une visioconférence de très haute qualité, avec possibilité d'y connecter un certain nombre de téléinstruments que vous verrez également tout à l'heure, le stéthoscope, le dermatoscope, l'otoscope, le CG, etc. Des instruments qui permettent de faire un certain nombre d'observations, de remonter un certain nombre d'informations depuis pris sur le patient et qui sont accessibles au médecin qui prend la main à distance. Et puis enfin, peut-être un petit mot sur l'état d'avancement du projet, si on passe à la diapo suivante. Donc aujourd'hui, après, on va dire 18 mois d'expérimentation, donc il y a à peu près 600 actes qui ont été réalisés, qui se répartissent à 75% de prise en charge de personnes âgées, donc en EHPAD, 25% de personnes handicapées, et dont 50% de patients avec des troubles cognitifs. Ça représente à peu près 150 heures de prise en charge de patients à distance. Une des données qu'on n'avait pas du tout au départ, c'est-à-dire quelle va être la durée moyenne. Est-ce qu'on va prendre beaucoup plus de temps dans une consultation que dans le cas d'une consultation réelle? Ben non, parce que vous voyez, aujourd'hui, la durée moyenne, c'est 15 minutes pour un téléacte. 96% des actes sont aujourd'hui programmés, même si on commence sur un site comme la Maison Bethel à Strasbourg de faire du non programmé, donc des interventions en cas d'urgence. 78 actes ont été des téléexpertises. Les motifs principaux, c'est tout ce qui concerne le suivi des plaies, cicatrisation et la dermatologie, c'est vrai qu'ils se prêtent assez bien à la télémédecine, mais également de la médecine générale, gériatrie, un petit peu de neuropsychologie, de psychiatrie, et quelques autres cas moins fréquents. Alors, un autre degré de satisfaction, ça a été justement les indicateurs de qualité. 98% des patients qui sont passés par la téléconsultation se disent satisfaits à très satisfaits, donc une satisfaction extrêmement élevée. 92% des actes concluants techniquement, donc assez peu de problèmes ou d'incidents techniques, même s'il y en a eu beaucoup au début. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un très gros travail qui a été fait sur l'amélioration à la fois des équipements, de l'ergonomie. Et donc aujourd'hui, les actes sont plutôt concluants techniquement. Et 93% des effecteurs, donc des médecins qui interviennent à distance, des professionnels de santé qui interviennent à distance, avec un indice de confiance non dégradé par rapport à ce qu'ils pourraient connaître dans le cadre d'une consultation normale. Voilà rapidement sur cette premier aperçu de la télémédecine avant de passer à la démonstration. Voilà, merci Monsieur Steiner. Donc on voit l'implication du GSS e-santé dans cette télémédecine. Une autre personne impliquée, c'est le docteur Carnin, qui va maintenant, puisqu'il est au cœur de l'expérimentation, se livrer devant nous à une simulation de télémédecine, puisque bien évidemment, au niveau du secret médical, on ne peut pas en faire une vraie. Oui, je voudrais simplement préciser en préambule qu'un acte de télémédecine est avant tout un acte de médecine, que la technologie, la technique doit s'effacer au profit de la relation soignant-soigné, mettant là à bas tout de suite les craintes que la société civile peut avoir de déshumanisation et de désincarnation du soin et de la relation d'aide. Donc nous allons voir tout de suite Christiane, qui est une résidente de la maison Émilie à Malmarsbach. Les aspects éthiques que nous nous sommes fixés posent le cadre du fait que ce soit une patiente, une résidente qui me connaît et que je connais.
Nous n'avons pas pour l'instant, et autrement qu'à des fins d'expertise, et Mme Lubiani en parlera, démarrer des activités de consultation avec des gens qui ne connaissent pas leur interlocuteur. Donc Christiane, vous le verrez et vous l'entendrez dans la discussion, est une vieille amie que nous voyons, Alexia et moi, très régulièrement les vendredis après-midi. Alors Alexia Graf, qui est à mes côtés, est la téléassistante de télémédecine. Alors, deux raisons à ça, parce que d'abord, je suis un vieux monsieur et elle une jeune femme, donc de temps en temps, elle manie la souris avec plus de dextérité, et puis l'autre raison est aussi d'apporter un peu plus d'humanité face à ce qui est aujourd'hui une cravate et ce qui est habituellement une blouse blanche. Alexia, on y va. Donc vous avez l'annuaire sur lequel Alexia a donc saisi notre interlocuteur. Elle est en train d'appeler. Nous allons voir dans un instant le visage à la fois de Christiane, mais aussi de Sylvie, l'infirmière référente de la maison Émilie, qui va pouvoir compléter l'interrogatoire. Pascal Jacob nous a parlé tout à l'heure de ces corps qui ne parlent pas. L'autre avantage de la télémédecine, c'est bien évidemment d'avoir en direct et de façon coordonnée, de façon aussi éthiquement acceptable, puisque c'est en même temps l'interprétation du professionnel et la mise en avant des doléances de l'intéressé. Alors, les magies du direct font que Christiane se fait attendre, mais ça ne va pas durer. Et pourtant, tout avait été préparé soigneusement. Comme vous disiez, oui. On a passé beaucoup de temps. Ce sont les magies du direct. Alors, Christiane va nous parler, étant suivie actuellement pour un problème de surpoids. Nous avons pu la convaincre d'entamer un régime alimentaire d'une part et une activité physique d'autre part. Donc, les items de cet entretien vont tourner autour de ce qu'elle est capable d'accepter en matière non pas de restriction mais d'aménagement alimentaire et d'autre part ce qu'elle peut faire compte tenu de son handicap, puisque c'est bien évidemment l'élément clé de ce qu'elle peut faire en matière d'activité physique. Que dit la technique ? La technique est au travail. Est-ce qu'on passe peut-être à un intervenant suivant pour... Non ? On va peut-être faire comme ça, Madame Lubiani. Vous pouvez prendre la suite pour la téléévaluation ? Oui, parce que la MDPH a profité de l'expérimentation, donc j'aimerais que Madame Lubiani, directrice de la MDPH, puisse nous dire quelques mots là-dessus. Je peux suppléer la technique, c'est assez rare. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Vous dire d'abord que quand le docteur Carnin, c'était l'année dernière, m'a proposé de partir sur une expérimentation de télémédecine, moi j'ai tout de suite perçu l'opportunité de proposer un meilleur service aux usagers de la MDPH et d'améliorer un petit peu le service qu'on peut leur rendre. Déjà parce que d'emblée, je crois qu'on ne part pas dans l'inconnu sans avoir à côté de soi des gens sérieux et solides, et c'est le cas de nos partenaires dans cette expérimentation, que ce soit le docteur Carnin qu'on ne présente plus, je veux dire au niveau de sa compétence médicale qui nous accompagne depuis toujours, puisque depuis le début de la MDPH, il est à nos côtés, mais aussi l'association Au Fil de la Vie, qui depuis le début nous a accompagnés aussi dans cette aventure de la MDPH. Donc je crois que c'est important d'avoir confiance et de travailler avec des gens sérieux et professionnels pour s'engager dans ce type de démarche. La MDPH du Haut-Rhin, c'est 45 000 demandes par an, toutes demandes confondues.
la majeure partie de ces demandes nécessite un regard médical pour être décisionné, être mené à bien. À partir de ces deux, enfin, à partir de ressources médicales étant une ressource rare, vous voyez qu'avec la masse des demandes et la ressource rare, on a déjà là un embryon de début de réponse sur le problème de toutes les MDPH, que sont les questions des délais de traitement de leurs demandes. Donc tout ce qui peut faciliter un petit peu le processus pour améliorer le processus décisionnel dans les MDPH ne peut être que bienvenu. Au niveau du médical, on a souvent besoin de voir les personnes. Pour le nord du département, les personnes sont invitées dans le département à la MDPH de Colmar. Pour tout le sud du département, soit pour 2/3 du demande, les personnes sont invitées sur Mulhouse. Ça nécessite des déplacements. Souvent, là, il y a un engorgement des demandes qui retarde un petit peu les rendez-vous, et aussi une difficulté pour se rendre sur site. Pour certains, c'est un déplacement, il faut parfois attendre. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas très aisées. L'opportunité qu'on a eue de télémédecine à Malmerspac, ça a été pour nous une possibilité de proposer aux personnes qui demandaient nos services de tout le secteur de Tannes et de Saint-Amarin de proposer une réponse de proximité au niveau du site de l'association. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un pari, on ne savait pas trop. Hein. Moi, j'ai été complètement bluffée par cette solution. C'est vrai qu'on l'a un petit peu testé au préalable, on a été voir. C'est vrai que c'est une solution humaine, je crois qu'on peut dire, c'était un des gros risques. Au début, on s'est dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont aller dans un site pour personnes handicapées? Est-ce que la technique ne va pas être un frein à la venue en consultation? On peut dire que non. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'ancienneté. On n'a que deux consultations sur site. Mais on peut dire que sur ces 2 consultations, on est déjà à 100% de personnes qui sont venues, ce qui est assez rare parce que sur Mulhouse, on est à 30% d'absentéisme au niveau des invitations médicales. Là, on est à 100%. L'intégralité des personnes qui étaient, je crois, 6 la première fois et 6 la deuxième fois, ont dit qu'elles étaient très satisfaites du service. On a une composante humaine qui est importante. Hein. On a donc quelqu'un de la maison Émilie, une infirmière qui est présente sur site et qui accompagne la demande. On a une assistante sociale de la MDPH aussi qui accueille les personnes et qui est là en composante humaine. La technique fonctionne toujours. Hein, je veux dire, voilà. Et fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est... On me dit que maintenant, elle fonctionne. Voilà, mais sinon, ça fonctionne bien et je crois que les gens sont unanimement satisfaits. Il y a une réponse qui leur est proposée. Il y a déjà de la compétence médicale. Hein, je crois que les décisions sont prises à partir... On n'est pas dans de la sous-médecine, hein, je crois que vous l'avez bien dit. Il y a de la compétence médicale. Le docteur Carnin est à Colmar. Il fait donc les consultations avec une présence sur site. Les gens ont des réponses à leurs questions. Il y a des vraies décisions qui sont prises. Alors, on n'a pas encore de contentieux. On verra comment le contentieux va se positionner, mais je ne suis pas très inquiète par rapport à ça parce que les choses étant bien accompagnées et faites de façon sérieuse, on n'aura pas de soucis, je pense. Mais de dire vraiment la satisfaction de tous, là j'avais prévu, mais je ne vais pas le faire, je ne vais pas être trop longue, j'avais amené le compte-rendu que m'avait fait la collègue de la consultation de la semaine dernière où il y avait vraiment que du positif, quoi, hein, du positif des personnes, du positif, oui, non, je ne veux pas être trop longue, mais c'est vrai que c'était vraiment unanime et j'ai trouvé que c'était très satisfaisant, donc moi je reste persuadée que cette solution, on va pouvoir arrêter l'expérimentation dans pas longtemps pour en faire quelque chose de périn, je pense. Et moi, je suis très confiante dans ces nouvelles formules. Je crois vraiment que tout ce qui est numérique, DMP, télémédecine, c'est des solutions d'avenir qui vont nous permettre d'améliorer le service aux personnes grandement. Je crois que c'est par là que ça passera. Tout ce qui est la simplification des droits, la simplification d'accès aux droits, ça doit passer par ces solutions-là. Donc moi, je milite et j'espère que demain, on aura plusieurs sites en Alsace où on pourra proposer des réponses de proximité aux personnes avec ce type de solution. Ce type de solution, ce n'est pas magique, hein, je le redis, c'est peut-être un peu redondant, mais je pense qu'il faut qu'elles soient accompagnées par des personnes compétentes, il faut que ce soit des choses sérieuses, quoi. On ne peut pas faire de la télémédecine ou du numérique des solutions magiques. Je pense qu'il faut vraiment que derrière, il y ait de la compétence et des partenaires sérieux. Et je crois qu'on a la chance, dans ce département et dans cette région, d'avoir toutes ces composantes. Voilà. Merci, Madame Lubiani. Je pense que vous aurez rapidement des candidatures. Docteur Carnin, dites-nous tout. Je crois que la technique est avec nous. Nous appelons Christiane et Sylvie. Voilà.
Bonjour Christiane, bonjour Sylvie. Bonjour. On se salue en levant la main comme d'habitude. Voilà, bonjour, bonjour. Vous avez vu Christiane, d'habitude je suis en blouse blanche, aujourd'hui j'ai mis une cravate. C'est comme ça, hein, il y a des jours comme ça, mais ça ne change rien. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, comment allez-vous Christiane? Ça va. Ça va. Et on voulait reparler un peu de votre régime alimentaire et de la surveillance de la courbe de poids. Quand est-ce que vous avez été pesé la dernière fois? Je ne sais plus. La semaine dernière. La semaine dernière. Et on est à quelle variation de poids? On est passé d'un IMC à 38 à 36,5. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Hein? Tout à fait, oui. On est sur le bon chemin. Et actuellement, quel est j'aime pas le terme de régime, mais quelle est la condition alimentaire? Qu'est-ce qu'on a pu obtenir pour Christiane? Alors, à l'heure actuelle, on a fait des restrictions alimentaires un peu plus drastiques, on va dire. Elle a renoncé au Nutella du week-end, plus les viennoiseries. On conserve la pâtisserie du dimanche après-midi. Et voilà. Et elle a abandonné son Coca zéro du week-end contre de l'eau pétillante aromatisée. Bon, je pense que ne pas tartiner du Nutella sur un croissant pur beurre, c'est la voie de la sagesse et de l'autonomie. Hein? Moi qui ai aussi quelques kilos en trop, je fais pareil, Christiane. Comment vous... Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, mais je parlais des miens, des kilos en trop, pas des vôtres. Et comment vous vivez votre régime? Comment vous arrivez comment vous acceptez les choses? Ça dépend des jours. Ouais. Là, les derniers jours, c'était un peu difficile parce qu'il y avait les petits œufs, il y avait les lapins, il y avait les cloches. Vous avez mangé un peu de chocolat les derniers jours, là? Ouais. Ouais. Le chocolat de Pâques a été autorisé et le lamala aussi. Et le lamala aussi. Le lamala, Pascal, c'est un biscuit traditionnel de l'Alsace que l'on mange le matin de Pâques. Voilà pour le lamala. Très bien. Je pense que c'est une diététique bien comprise. C'est une diététique qui exclut, qui bannit les interdits, qui va un peu limiter les choses redondantes. Et ça permet de vivre normalement, ça permet de vivre de façon tout à fait acceptable. Bien. Maintenant, le deuxième point, Christiane, au niveau de l'activité physique, on s'était fixé un programme. Qu'est-ce que vous avez gardé comme programme? Qu'est-ce que vous faites? Je fais de la piscine le vendredi. Ouais, très bien. Une marche le jeudi. Combien de temps la marche? Combien de temps? Je n'arrive pas bien. Ouais, non, mais combien de temps ça dure la marche? 1 heure, une demi-heure, 2 heures? Qui c'est qui marche avec vous? Une monitrice. Une monitrice? Ça dépend. Ouais, ça dépend. Sylvie, c'est combien de temps la marche? C'est à peu près une demi-heure parce qu'ils partent en groupe et comme les niveaux sont pas toujours, ils sont pas toujours au même niveau tous, donc ils y vont doucement. Et c'est en gros c'est une demi-heure, 3/4 d'heure quand ça va bien. Les jours ça donc va c'est bien. Une séance de piscine et une marche par semaine. Oui. Très Pour bien. l'instant, très bien. C'est déjà bien qu'on arrive à déjà se tenir à ce bien. rythme. Très bien. Et vous vous sentez comment, Christiane? Vous vous sentez plus légère? Un peu. Ah, très bien. Très Je bien. rentre de nouveau dans mon pantalon. Ouais. Ah, vous rentrez dans le pantalon. Ah ben c'est bien, c'est Au bien. début, il était trop petit, maintenant je rentre de nouveau dedans. Cette saison, c'est d'actualité. Les dames cherchent toutes à rentrer dans leur pantalon au printemps. Christiane, vous vouliez me montrer une petite lésion de la lèvre que vous avez, une petite crevasse. Est-ce que je peux voir? Non, bougez pas, bougez pas. Alexia s'occupe de tout. C'est ce que je vous disais au départ. Elle s'occupe de tout. Alexia, vous pouvez zoomer la lèvre? Encore un petit peu. Ouais. Donc on est clairement en face d'une crevasse, sans signe de malignité, sans problématique de développement de bourgeons sur les deux bords latéraux de la crevasse.
Donc Sylvie, c'est à traiter avec un corps gras. Éventuellement, si ça fait mal, un peu de xylocaïne visqueuse. Ouais, ça vient, c'est une crevasse tout à fait banale. Mais je voudrais simplement montrer à la salle comment on peut rapidement faire un diagnostic d'une chose qui est banale. Nous avons tous des crevasses à certaines périodes de l'hiver et que ce genre d'éléments qui doit quand même faire éliminer toutes les dystrophies et toutes les lésions prénéoplasiques des lèvres peuvent être traitées de façon simple, de façon locale, sans un recours particulier. Par contre, j'ai oublié un truc, Alexia. Vous pouvez zoomer encore un coup sur la lèvre. Vous me faites une photo. Vous me faites une photo, voilà. Peut-être en zoomant un peu plus. Je suis un peu exigeant, voilà. Donc, vous faites la photo. Et cette photo pourra être, en tant que de besoin, confiée à un centre expert en dermatologie, qui peut être à distance et qui viendra ou confirmer ou infirmer mon diagnostic et qui viendra, le cas échéant, demander une biopsie. Je voudrais rappeler ici de façon extrêmement solennelle que la télémédecine ne se substitue pas aux autres formes de médecine, mais que nous sommes des passeurs. Nous sommes, tu en parlais tout à l'heure Pascal, des coordonnateurs. Nous allons dire s'il faut la biopsie, s'il ne faut pas la biopsie. Et donc, dans ces conditions-là, sur les 450 actes que nous avons réalisés à Colmar, ces 450 étant inclus dans les 600 qu'évoquait Gaston Steiner, nous avons pu éliminer, nous avons pu arrêter, nous avons pu empêcher environ 87% de déplacements à l'intérieur de centres hospitaliers, c'est-à-dire nous avons pu créer, nous avons pu empêcher des désagréments pour les personnes, si c'est évidemment ce qui nous intéresse au premier chef, mais on peut aussi imaginer que derrière, il y ait un impact économique pour lequel je ne me sens pas qualifié, mais qui est vraiment très réel. Dernier, encore un truc, il y a une petite tache cutanée que nous voudrions voir. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous aider à voir ça? En dermatoscope. Hein? Alors, on passe en mode dermatoscope. En dermatoscope, oui. Voilà. Donc, vous avez ici une lésion polychrome avec différents types de bruns, ce qui en impose pour une mélanose de Dubreuil. Mais vous voyez que tout autour, vous n'avez pas de liseré blanchâtre, vous n'avez pas de marche d'escalier, qui sont les symptômes du cancer cutané. Vous avez des fibres qui sont conservées, qui ne sont pas arrachées ou qui ne sont pas déformées. Ceci est a priori, dans les mêmes conditions qu'un dermatoscope de dermatologue, l'affirmation évidente d'une lésion bénigne. Cette lésion bénigne peut évidemment, là aussi, photo, s'il vous plaît. Cette lésion peut être photographiée et pourra être traduite devant un centre expert, peut être envoyée à un centre expert. La photo peut être refaite tous les ans. C'est ce qu'on fait dans la surveillance des névus en médecine présentielle, mais qui peut se faire tout aussi bien. Vous voyez que dans des livres de dermato, les images ne sont pas plus belles. Dernier point, un enregistrement de l'activité cardiaque. Sylvie, est-ce que... Alors, il est bien vu de mettre d'abord en place le stéthoscope avant de passer en mode d'écoute et de partager l'écran. Je passe en mode stéto. Voilà. Balaboum, 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 balaboum. Très bien. C'est bon, c'est bon. Vous avez entendu que le rythme est régulier. Vous avez entendu que le bruit du cœur est superposable à ce que l'on entend dans un stéthoscope ordinaire. L'activité stéthoscopique a été validée par un pneumologue pour le versant pneumologique, par un cardiologue pour le versant cardiologique. Je dois dire ici que nous n'avons pas vocation à être cardiologues, mais nous avons vocation à être des orienteurs, nous avons vocation à
limiter le déplacement vers une sphère cardiologique, vers une sphère de consultation cardiologique, uniquement en tant que de besoin. Le fait que le rythme soit régulier, qu'il ne soit ni bradycarde ni tachycarde, le fait d'avoir, on ne va pas le voir aujourd'hui, un électrocardiogramme à distance permet déjà d'avancer très largement dans le diagnostic sans pour autant confronter la personne handicapée à un milieu hospitalier difficile. On vous remercie toutes les deux. Je voudrais juste vous demander quel est l'indice de confiance. Vous nous avez bien vu, bien entendu. 5. 5 sur 5. Alexia Elle voudrait juste encore dire un petit mot. Christiane, dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Je vais au Cornélie, je change de foyer, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et je ferai tout pour l'avoir, et certain pour l'avoir. Super. Ça va maintenant? Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Je voudrais conclure en m'adressant directement à Pascal Job. Cher Pascal Jacob, on est dans les objectifs du surpoids. On est dans les objectifs de la prévention par l'activité physique. On est dans les objectifs de canaliser les examens complémentaires à leur strict nécessaire. On est aussi notre complice, notre vieux complice, le docteur Joseph Ricci, qui est le médecin de la Vallée. Alors, il dit qu'il n'avait pas le temps, je pense qu'il avait un peu les pétoches de s'exprimer en public. Mais bon, il assiste à tous nos actes de télémédecine qui transforment. Donc, vous avez vu aujourd'hui de la téléconsultation, mais habituellement, c'est de la téléexpertise en présence du médecin traitant. Je pense que nous avons la volonté de construire un centre d'expertise pour le handicap. C'est en cours, tout comme un centre d'expertise pour les fins de vie. Les fins de vie n'ont rien à faire aux urgences. Et je pense, je voudrais terminer là-dessus, que cette action est vraiment une action d'équipe. Alexia et moi, nous sommes aux manettes du côté du médecin examinateur et qui porte la responsabilité de son acte médical. Derrière le rideau, il y a bien évidemment mon ami Aurélien, que j'ai vu tout à l'heure au poulailler, mais qui est aux manettes. Derrière le rideau, il y a la technique qui est particulièrement importante. Il y a aussi de jeunes entrepreneurs français qui mettent ce matériel à notre disposition. J'allais dire que nous sommes tous sur le même fil, nous sommes tous logés à la même enseigne pour essayer de faire vivre, cher Pascal Jacob, et ta charte et l'esprit de Romain, et nous y travaillons à la place très modeste qui est la nôtre, tous ensemble, les techniciens de chez OPI, les collaborateurs de Gaston Steiner du GCS, afin que vive cet esprit de la charte et l'esprit de Romain Jacob. Mesdames et messieurs, merci. Merci, docteur Carnin. On sent chez vous aussi le passionné. Alors, je vais juste demander à M. Klein, parce que le temps passe et on a déjà grignoté les interventions suivantes, je suis désolé, mais c'est la technique sans doute. Vous, en tant que responsable d'établissement, quels sont les enjeux de cette télémédecine? Alors, le premier enjeu était puisque nous étions convaincus, l'association Fil de la Vie, la direction et l'équipe de Dr Carnin, convaincus de l'intérêt de l'outil, le premier enjeu était de mobiliser l'équipe, et tout particulièrement l'équipe soignante, autour de ce projet, en dépassant nos craintes, nos a priori, et en se disant il va falloir qu'on apprenne à travailler différemment. Donc ça, c'était une phase d'expérimentation au départ qui n'a pas été simple à dépasser, et il faut effectivement l'évoquer parce que ça ne se fait pas comme ça d'emblée automatiquement. Surtout, il fallait accepter que la télémédecine ne remplace pas la médecine classique, mais la complète, et c'est là tout l'intérêt de la démarche. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'évincer notre personnel, ni le médecin traitant, mais de l'associer et d'apprendre à travailler différemment. Et c'est quelque chose, je dirais, qui est une expérimentation qui est intéressante parce que ça nous permet aussi de se rendre compte que quand on s'appuie sur les compétences des autres, quand on n'a pas peur de l'expertise des autres, eh bien on mutualise et on avance au service du projet de soins des personnes.
Dernière remarque, parce que je pense qu'il y a le timing qui est serré. Il y a même des questions. Donc, Ouais, je dirais simplement qu'une fois de plus, ce sont les bénéficiaires qui nous ont montré combien ils sont en capacité de s'adapter, combien ils s'approprient l'outil, et que dès l'instant où eux en sont convaincus, il n'y a aucune raison que nous ne le soyons pas et qu'on doit les accompagner dans cette démarche-là. C'est dans leur intérêt et c'est pour développer non seulement un projet d'accompagnement des personnes, parce qu'il y a aussi des éléments d'information auprès des équipes de terrain à travers la téléconférence qu'on va aussi développer. Et l'intérêt, c'est aussi de leur permettre aussi d'avoir un projet de santé, de soins de meilleure qualité. Voilà. Je vous remercie. Je pense que vous avez vocation à faire des émules. Je pense que M. Jacob souhaitait réagir aux interventions. Le micro ne marche pas. Simplement 2 mots. Stéphane et votre équipe absolument fantastique. Il faut un centre de télémédecine dans tous les lieux de vie de personnes fragiles. Cet investissement est indispensable. Et je vais vous dire, ce que j'ai vu là et ce que j'ai entendu là, moi je l'ai vu aux États-Unis avec un veilleur de nuit qui n'avait pas les qualifications. Nous avons 80% des masses qui n'ont pas de médecin. Un équipement, c'est même pas la moitié de 2 mois de salaire d'un médecin. Alors, écoutez, je crois que c'est vraiment indispensable. Il y a de la technique, il y a du savoir-faire, il y a une bonne pratique là. Merci à l'Alsace de l'avoir soutenu et à Laurent Habert. Mais Stéphane, il faut mettre des tests partout. Je voudrais que le veilleur de nuit sache amener le chariot à côté. Moi, je suis complètement... regardez ce qui se passe la nuit, sans personne, sans infirmière, sans qui que ce soit. Quel confort nous pourrions avoir. Et je crois qu'il faut qu'on en ait même des systèmes de télémédecine qui soient, comme on a mis des défibrillateurs cardiaques. C'est le même niveau d'intervenance. Alors, je crois que maintenant, on a vu, ça marche. Alors, pourquoi attendre ? Je pense